Au titre de ce journal, Chine-Afrique, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a entamé une tournée d'une semaine sur le continent depuis hier 9 janvier 2023. Burkina Faso, États-Unis, Washington confirment l'exclusion du Burkina de l'AGOA en ce début d'année. Au Nigeria présidentiel 2023, ce lundi, la commission électorale a mis en garde contre les risques d'annulation ou de report du scrutin de février en raison du climat d'insécurité aggravé que connaît le pays. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après plusieurs séances de discussion à l'hémicycle, le projet de réforme des retraités a enfin été présenté aux Français ce mardi par le gouvernement. Celui-ci prévoit le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62 ans. Reportage. Les retraites, c'est la réforme de tous les dangers pour le gouvernement qui a procédé ces derniers jours aux ultimes arbitrages avant la présentation du texte. Elisabeth Borne le sait, la grogne est forte dans l'opposition et chez les partenaires sociaux. Volet le plus explosif, le recul de l'âge de départ à la retraite. Fini les 62 ans, l'exécutif veut le faire passer à 64, voire 65, et ça, tous les syndicats sont contre. Si, et je l'ai dit à la Première ministre, s'il y a un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme. Pour la durée de cotisation, pas de changement. Elle devrait rester fixée à 43 ans. Pour les Français qui n'auraient pas tout leur trimestre, les règles actuelles sont aussi maintenues. Ils toucheront leur retraite à taux plein s'ils poursuivent leur activité jusqu'à 67 ans. La retraite minimum, elle, va être nettement augmentée à 85% du SMIC, soit environ 1 200 € net par mois pour une carrière complète. Les futurs retraités en bénéficieront, pas forcément ceux qui le sont déjà. Elisabeth Borne devra trancher. Détaillée ce mardi, la réforme sera ensuite présentée en Conseil des ministres le 23 janvier avant un débat parlementaire en février-mars. L'Élysée espère une mise en œuvre de la réforme l'été prochain, mais d'ici là, l'exécutif pourrait vivre des mois très difficiles. Les syndicats se réunissent ce mardi soir pour annoncer une possible date de mobilisation. Les Brésiliens toujours sous le choc après l'assaut contre les institutions dimanche à Brasilia. Dans les rues de la capitale politique brésilienne, beaucoup condamnent ce qu'ils considèrent comme un acte de vandalisme posé par les partisans de l'ex-chef d'État Jair Bolsonaro. Lula da Silva, lui, s'est d'ores et déjà réuni avec ses ministres au palais présidentiel. On regarde. Luiz Inácio Lula da Silva a réuni ce lundi son gouvernement au palais du Planalto. La veille, le palais présidentiel avait été ciblé et saccagé par des hordes de partisans de l'ancien chef d'État d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Une invasion condamnée par ses habitants de la capitale Brasilia, interrogés par l'agence France-Presse. Ce type de comportement n'est pas acceptable. Je ne suis pas du côté du vainqueur, Lula, mais je pense que c'est ridicule et absurde. La démocratie doit être respectée. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été fait hier. C'est du vandalisme et de la destruction de notre patrimoine. Si vous voulez exprimer votre opinion, vous devez l'exprimer d'une autre manière. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Des vandales qui détruisent notre patrimoine public. Je pense que c'est très mal d'envahir un bien public. Ce lundi toujours, le président Lula s'est également entretenu avec les présidents du Sénat, de la Chambre des députés et de la Cour suprême, dont les édifices ont également été pris pour cible et saccagés. Ensemble, ils ont condamné les actes qualifiés de terroristes survenus la veille. En Angleterre, c'est ce mardi qu'était officiellement prévue la sortie officielle du livre autobiographique Spare du prince Harry. Face aux critiques relatives au passage mettant directement en cause plusieurs membres de la Cour royale britannique, il se défend de toute intention de porter atteinte à l'honorabilité de la famille royale. Reportage.
Le livre des mémoires du prince Harry, mis en vente mardi matin, a déjà fait couler beaucoup d'encre. Les passages les plus explosifs ont fait le tour du monde et aucun membre de la monarchie britannique ne semble épargné. Pour la journaliste britannique Angela Levin, interrogée par Euronews, le prince traite sa famille d'une manière choquante. Harry dit toutes ces choses affreuses et privées. C'est un homme qui a toujours veillé à sa vie privée et qui a toujours été anti-journaux. Il déteste la presse britannique. Il n'hésite pas à attaquer en justice dès qu'il pense que la presse s'immisce dans quelque chose qu'il estime être privé. En tout cas, ce qu'il dit à propos de son père, de William et de lui-même, que la famille royale soit bonne ou mauvaise et que les gens l'aiment ou non, sa façon de traiter sa propre famille en ce moment est choquante. Quelques heures avant la parution de son livre, le prince Harry a assuré n'avoir aucune intention de blesser sa famille. Il a expliqué vouloir raconter son histoire et se la réapproprier. Le Burkina Faso ne fait officiellement plus partie des pays bénéficiaires de l'Africa Growth Opportunity Act, AGOA. Le gouvernement américain a fini par mettre sa menace à exécution en ce début d'année. Et ceci en réponse au manque de progrès enregistré dans le retour à l'ordre constitutionnel. Reportage. Le Burkina Faso ne fait plus officiellement partie depuis le 1er janvier 2023 de l'African Growth Opportunities Act, la loi sur la croissance et les possibilités en Afrique. Ce retrait est intervenu à la suite de l'exclusion du pays de l'AGOA par les États-Unis, première puissance économique mondiale. Le gouvernement américain s'est à cet effet dit profondément inquiet des changements anticonstitutionnels récurrents au Burkina Faso. Toutefois, les États-Unis ont indiqué que des repères clairs pour réintégrer l'accord commercial seront soumis dans les prochains jours aux dirigeants burkinabés. Aujourd'hui, le Burkina Faso, malheureusement, aurait une économie fortement contrariée par cette suspension en raison de la rupture constitutionnelle aujourd'hui qui s'est perpétrée dans ce pays sahélien en tant que tel. Donc, très vite, nous estimons que le gouvernement des États-Unis doit assouplir les critères. En mars 2022, suite au coup d'État du mois de janvier de la même année, les États-Unis avaient mis fin au Millennium Challenge Account, un programme de coopération économique et d'investissement en raison des nombreux problèmes politiques qui régnaient dans le pays. Également, le 2 octobre 2022, les États-Unis avaient annoncé qu'ils excluraient le Burkina Faso de l'accord commercial liant les deux pays en raison de l'absence de progrès vers un retour à la démocratie après les deux coups d'État militaires dans le pays depuis début 2022. Le Burkina Faso est un pays agropastoral à vocation minière qui dépend essentiellement de l'économie cotonnière et de l'économie minière en dehors de l'agropastoralisme. Et près de 80% de la production cotonnière du Burkina est en direction des États-Unis, sans prendre en compte les produits miniers en tant que tels. Donc, voilà autant d'enjeux aujourd'hui. Une telle privation de cette opportunité va impacter négativement le budget de ce pays qui reste aujourd'hui confronté à des tensions budgétaires en raison de la montée des dépenses d'équipement militaire et de la demande sociale liée au mouvement des populations dans le nord du pays. Rappelons que l'African Growth Opportunities Act est une loi commerciale qui vise à aider les pays d'Afrique subsaharienne à accroître leur accès au marché américain. L'AGOA permet aux producteurs du continent africain d'exporter en franchise de douane aux États-Unis, marché de plus de 300 millions d'habitants, avec une économie occupant la première place dans le monde. L'AGOA permet à des milliers de produits africains de bénéficier des réductions de taxes à l'importation sous réserve cependant des conditions à remplir concernant les droits humains, la bonne gouvernance ou la protection des travailleurs. Outre le Burkina Faso, 3 autres pays, à savoir le Mali, la Guinée et l'Éthiopie, sont également suspendus de cette loi commerciale des États-Unis. Chine-Afrique, l'Afrique au cœur des enjeux géostratégiques mondiaux. Après le sommet États-Unis-Afrique tenu en décembre à Washington, Pékin réplique par une tournée africaine. En effet, Qin Gang, le nouveau chef de la diplomatie chinoise, a entamé une tournée d'une semaine sur le continent depuis hier 9 janvier 2023. Les détails dans cet élément. Le premier voyage à l'étranger du nouveau ministre chinois des Affaires étrangères se fera en Afrique, a indiqué Pékin. Entre le 9 et le 16 janvier, Qin Gang, qui était jusqu'à récemment ambassadeur des États-Unis, se rendra en Éthiopie, au Gabon, en Angola, au Bénin et en Égypte. Depuis 33 ans, la tradition veut que les ministres chinois des Affaires étrangères effectuent leur première visite à l'étranger au tout début de la nouvelle année.
Ce voyage montre que la Chine attache une grande importance à l'amitié traditionnelle avec l'Afrique et au développement des relations sino-africaines. Actuellement, les relations Chine-Afrique se développent vigoureusement et entrent dans une nouvelle ère de construction d'une communauté sino-africaine de haut niveau ayant un avenir commun. Cap sur le Nigeria à présent, le scrutin présidentiel est sérieusement menacé par l'insécurité grandissante. Ce lundi, la commission électorale a mis en garde contre les risques d'annulation ou de report du scrutin de février en raison du climat d'insécurité aggravé que connaît le pays. Depuis quelque temps, samedi par exemple, une trentaine de personnes a été victime d'un rapt dans l'état d'Edo au sud-ouest du pays. À quelques semaines de la présidentielle au Nigeria, la commission électorale fait part de ses inquiétudes face à la situation sécuritaire du pays. Une situation telle qu'elle pourrait entraîner un report, voire une annulation du scrutin. Le 25 février, les électeurs doivent désigner le successeur du président Muhammadu Buhari qui, après 2 mandats et un bilan jugé catastrophique par de nombreux Nigérians, n'a pas réussi à venir à bout de l'insécurité qui mine le pays. Que ce soit les attaques djihadistes dans le nord-est, les tensions séparatistes au sud ou encore la criminalité en hausse dans le nord-ouest et le centre, avec notamment une augmentation des kidnappings. Comme en témoigne ce fait divers survenu samedi dans l'état d'Edo où une trentaine de personnes ont été enlevées dans une gare alors qu'elles attendaient le train. La commission électorale avait déjà mis en garde récemment contre un risque d'intensification des violences pendant la campagne électorale, précisant qu'elle avait recensé au moins 50 attaques, dont certaines contre ses bureaux en seulement 2 mois. Et en Somalie, les djihadistes du groupe Al-Shabaab se braquent après une déclaration du vice-ministre de la Défense leur attribuant une volonté de négociation. Non, retorque le groupe terroriste en insurrection contre Mogadiscio. Des précisions dans ce reportage. En Somalie, le groupe extrémiste Al-Shabaab affirme qu'il n'a aucun contact avec le gouvernement somalien. Cette réponse, diffusée sur un site internet pro-Shabaab, intervient après que le vice-ministre somalien de la Défense a annoncé samedi que le gouvernement avait reçu une notification du mouvement Al-Shabaab déclarant sa volonté d'entamer des négociations. Et le responsable somalien d'ajouter alors, je cite, que le gouvernement somalien était déterminé à liquider le pays des terroristes. « Je crois qu'il n'y a rien à négocier avec eux », avait-il affirmé. Les forces gouvernementales somaliennes poursuivent en coopération avec les milices tribales les opérations militaires contre le mouvement Al-Shabaab. Le groupe extrémiste compte plusieurs milliers de combattants, dont un nombre inconnu d'étrangers originaires de pays de la région comme le Kenya voisin ou d'ailleurs. Al-Shabaab mène une insurrection sanglante contre le gouvernement fédéral et est l'auteur de nombreuses attaques meurtrières à travers la Somalie depuis une quinzaine d'années. La dernière en date a eu lieu le 4 janvier de cette année. Une vingtaine de personnes avaient été tuées. Je vous emmène à présent du côté de Fernando de la Mora, dans le sud du Paraguay. Les populations d'origine africaine y célèbrent actuellement, et comme chaque année, un festival en l'honneur de Saint Balthazar, décrit comme l'un des rois mages venus d'Orient pour saluer la naissance de l'enfant Jésus. Sa particularité y serait de race noire. Pour les festivaliers, c'est une occasion de renouer avec les traditions ancestrales africaines. Des détails dans cet élément. Chaque année, en janvier, la petite ville paraguayenne de Fernando de la Mora vibre au rythme des tambours lors du festival en l'honneur du roi mage Saint Balthazar. Mes ancêtres se sont battus, mes ancêtres ont construit cette grande nation et ne font pas partie de l'histoire. À travers ces danses issues de coutumes et traditions ancestrales, c'est l'occasion pour certains habitants de mettre en valeur leur héritage africain. Il est difficile parfois d'expliquer quelque chose, mais avec la danse, on peut s'exprimer de différentes façons. Petit pays enclavé entre le Brésil, l'Argentine et la Bolivie, le Paraguay compte des milliers d'afro-descendants. Certains de ces descendants d'esclaves africains sont présents dans le pays depuis 1820 et tiennent à préserver leur héritage culturel.
La danse pour moi c'est un rituel pour notre saint patron. En 2007, une association afro-paraguayenne a obtenu pour la première fois dans l'histoire du pays un recensement de la population noire, une minorité souvent exclue et marginalisée. Et pour finir en sport, CHAN 2023, dans quelques jours, le vendredi 13 janvier, elle s'ouvre en Algérie l'édition 2023 du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Après 6 longues années d'absence et 2 finales, le Ghana signe son grand retour dans la compétition. Ambition, état des lieux avec la rédaction d'Africa 24. Le Ghana est de retour au championnat d'Afrique des Nations après 6 ans d'absence. Pour le retour, les Black Stars Aprim ont disposé du Bénin sur un score cumulé de 4-0 au tour préliminaire, puis du Nigeria au tir au but après une victoire à l'aller 2-0 à Cap Coast et une défaite sur un score similaire au retour à Abuja. Pour le CHAN 2023 qui se dispute du 13 janvier au 4 février en Algérie, le Ghana est logé avec le Maroc, tenant du titre, ainsi que le Soudan et Madagascar dans le groupe C. Son effectif est renforcé par la présence de 2 joueurs, Danlad Ibrahim et Afrili Barnier, qui faisaient partie de l'équipe des Black Stars lors de la dernière Coupe du Monde 2022 au Qatar. Durant les 2 dernières participations du Ghana au CHAN, en 2009 et 2014, le pays a été battu à chaque fois en finale, respectivement par la RD Congo et la Libye. Les Black Stars, après, ont à cœur de briser le signe indien en remportant le trophée 2023. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous donc pris demain à la même heure en compagnie de Adji Raymond. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez fidèles à 12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.